Nous allons commencer par la méthode de rangée. Depuis que vous êtes petit, on vous a appris à vous ranger dans un rang par 2 par exemple. Eh bien, quand on se range par 2, ça donne un certain résultat. Mais rien n'empêche l'observateur de vous demander de vous ranger par 2 ou par 3 ou par 4. Donc, ça veut dire que c'est l'observateur qui choisit le critère selon lequel vous allez vous ranger. Je peux aussi très bien vous demander de vous ranger par exemple du plus petit au plus grand. Comme je peux très bien vous demander de vous ranger par ordre alphabétique. Mais si je multiplie les critères et que je vous demande de vous ranger à la fois du plus petit au plus grand et aussi par ordre alphabétique, eh bien dans ce cas, le résultat ne sera pas possible puisque on ne peut pas, ceux qui sont au début de l'ordre alphabétique ne sont pas forcément les plus petits. Alors, c'est un exemple que je viens de vous donner, mais si on vous demande de ranger des animaux par exemple, voici une liste de 3 animaux, une souris, une girafe et un singe. Eh bien, si je vous demande de ranger du plus petit au plus grand, nous allons obtenir un résultat, la souris, le singe et la girafe. Voici, ici, le résultat que l'on obtient quand on les range du plus petit au plus grand. Mais, si je vous demande maintenant de les ranger par ordre alphabétique, eh bien le résultat sera différent. La girafe arrivera en premier, le singe occupera toujours la même position intermédiaire, et la souris, cette fois-ci, sera en dernière. Ce qu'il faut retenir, c'est que la méthode de rangée n'est pas efficace en systématique pour ranger les animaux. Pourquoi? Parce qu'il va falloir multiplier les critères. Et comme la méthode du rangement ne consiste à n'utiliser qu'un seul critère, eh bien, il faut savoir que cette méthode n'est pas utilisée actuellement par les scientifiques, même si elle a été utilisée par le passé. Donc cette méthode, il faut savoir qu'elle existe, mais on ne l'utilisera jamais. Deuxième méthode à présent, celle du tri. Alors pour trier, on fait tous dans notre vie de tous les jours du tri permanent. Mais je vais prendre un exemple que vous allez bien comprendre. L'exemple des M&M's. Si je prends un saladier que je remplis de M&M's et que je m'amuse à répartir par leur couleur, eh bien, quand je pioche un M&M's, il suffit simplement de faire un chemin, si vous voulez, inconsciemment, qui va permettre de déposer ici les M&M's pour faire des tas différents qui vont me permettre d'obtenir des couleurs différentes. Et là, j'ai fait un simple tri selon un seul critère qui consiste à regrouper selon les couleurs. Deuxième cas de figure, avec cette méthode du tri, je peux augmenter les critères et choisir par exemple ici différents types de M&M's. Je prends un paquet jaune qui contient des M&M's qui possèdent une cacahuète et un paquet noir ici qui possède des M&M's qui ne contiennent pas de cacahuètes. Eh bien, quand je les mélange ces deux paquets et que je vais choisir un seul des M&M's, eh bien, mon cerveau va faire ici un chemin inconscient qui va permettre de dire s'il y a ou pas la cacahuète. Ensuite, je pourrai les répartir selon leur couleur. Si je pioche donc un M&M's et qu'il possède ici une cacahuète, je vais faire ce chemin qui me l'emmène de ce côté. Et si ensuite il s'agit d'un M&M's vert, eh bien je pourrai le déposer dans cette partie. Ce que je viens de vous expliquer ici, c'est un exemple qui va vous permettre de comprendre que cet outil que nous venons de construire simplement est ce qu'on appelle une clé de détermination. Les clés de détermination sont construites également pour les êtres vivants. Et en voici une pour les végétaux. Nous allons donc apprendre à se servir de cet outil qui est une clé de détermination. Attention, il ne faudra pas l'apprendre, il faudra juste savoir s'en servir. Et pour s'en servir, eh bien, il faut être capable de décrire correctement un végétal. C'est ce que nous avons fait dans les cours précédents. Exemple, vous retrouvez cet échantillon dans la nature et vous cherchez à déterminer le nom de cette espèce. Première étape, on part ici de cette étape-là, c'est notre point de départ. Et là, on voit qu'il y a deux flèches. Une qui nous indique si la feuille est simple, on ira vers le haut. Si la feuille est composée, on ira vers le bas. Là, on se rend compte qu'il y a un pétiole ici, avec une feuille qui est découpée. Donc, il s'agit d'une feuille composée. Nous allons donc vers le bas, on fait ce chemin. Ensuite, deux possibilités. On nous indique que soit les feuilles sont opposées, soit elles sont alternées. On voit ici qu'il y en a une en face de l'autre. Et bien, dans ce cas, on dit que les feuilles sont opposées. On passe dans cette partie. À ce niveau-là, on nous indique que la bord est dentée. Super, on le voit très bien ici, le bord de la feuille est denté. Par contre, là, il y a une deuxième possibilité. On nous dit qu'il y a soit 5 à 15 folioles, soit 5 à 7. Il suffit de compter. 1, 2, 3, 4, 5. 5 folioles. Eh bien, ici, on va descendre et on va donner donc le nom de cette espèce. Il s'agit d'une espèce qu'on appelle le marronnier.
Attention, ici, je vous donne les dessins, et effectivement, quand on voit ce dessin, eh bien, on pourrait retrouver facilement la forme de cette feuille. Lors d'une évaluation, par exemple, je ne donnerai pas les dessins, ils seront cachés. Il n'y aura que les attributs, que les caractères que vous avez étudiés. Alors, nous allons nous entraîner ici avec tout en étant caché. Voici une autre feuille, un autre échantillon qu'on veut déterminer. Alors, sur cet échantillon, on voit que la tige est ici. Voilà. Là, on a un pétiole. Attention, le pétiole ici, contrairement à là, amène vers une feuille qui est simple. Donc, on va aller vers le haut cette fois-ci. Une fois qu'on est ici, on nous indique que soit les feuilles sont opposées, soit elles sont alternées. On voit bien qu'il y en a une en face de l'autre, donc elles sont opposées. Donc, on continue de monter ici. Là, deux possibilités. Soit les feuilles sont lisses, soit elles sont palmées. On voit bien qu'il y a les feuilles sont palmées ici avec des échancrures. Donc, on va descendre là et on est sur un échantillon qui s'appelle l'érable. On vient donc de déterminer le nom des espèces. Ici, c'est une espèce de marronnier. Ici, c'est une espèce d'érable. Ça nous permet donc de retrouver le nom correct de l'espèce que l'on cherche à identifier. Ceci peut se faire également sur des animaux. Les clés de détermination, on peut en fabriquer sur beaucoup de choses, les animaux, les végétaux et d'autres êtres vivants. On en a même fait une sur les M&M's. Si je prends par exemple cet animal, on se rend compte, c'est un animal, donc ici le point de départ c'est est-ce qu'il y a des pattes articulées ou ne possède pas de pattes? On voit bien qu'il ne possède pas de pattes, donc on va descendre ici. Là, on nous indique deux possibilités, soit il y a le corps avec anneau ou sans anneau. On voit bien qu'il y a une succession d'anneaux, donc on va descendre ici. Le corps est avec anneau, ici. Ensuite, il nous reste deux possibilités, soit le corps n'a pas de tête, soit le corps a une tête avec des antennes. On voit bien que le corps n'a pas de tête. Et bien ici, on est arrivé sur l'identification d'une espèce de lombric. Je viens donc de vous venez donc d'apprendre comment utiliser une clé de détermination. Sur une clé de détermination, il y a toujours des choix à faire. L'animal possède ou ne possède pas les caractères proposés. Mais pour l'utiliser, il faut bien entendu être capable de décrire correctement un être vivant. C'est ce que nous avons fait dans les cours précédents. Attention, je répète, il ne faut pas prendre ces documents, il faut juste être capable de vous en servir.